Et pour commencer ça, donc, on va essayer de faire une typologie de la fraude pour savoir exactement la fraude c'est quoi, comment ça peut se présenter. Donc, quand on parle de fraude, il faut comprendre qu'il y a deux grandes familles de fraude, c'est-à-dire des fraudes qui interviennent sur le document en lui-même et des fraudes qui interviennent lors de la production du document. On va comprendre par exemple, on parle d'attaque, c'est-à-dire la fraude, c'est que il faut porter soit sur le document comme dit. Et il y en a quatre. La première, c'est la contrefaçon. La contrefaçon, comme vous avez dit, c'est la création donc d'un document dans sa totalité. C'est-à-dire c'est le faussaire même qui crée le document. D'accord? Donc ça vient entièrement fabriqué par le faussaire. Quant à la falsification maintenant, il s'agit d'un document authentique mais qui a été modifié. Donc par ajout ou par retrait. Donc soit on a ajouté quelque chose, soit on a retiré quelque chose sur le document authentique. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle le volet vierge. Et là, quand on parle de volet vierge, je parlais tout à l'heure de chaîne de production. Par exemple, il faut voir que l'organisme qui fabrique le document n'est pas forcément celui-là même qui le délivre. Pour faire simple, au niveau de la police, il y a ce qu'on appelle le bureau des passeports, qui individualise les passeports. Mais ce n'est pas le bureau-là qui fabrique le document. Donc, entre la fabrication et la personnalisation, si le faussaire parvient à avoir un document, donc c'est par là qu'on parle de volet vierge. Le document a été volé vierge et maintenant c'est au faussaire de l'individualiser. Voilà aussi ce qu'on appelle le document fantaisiste. Le document fantaisiste, effectivement, c'est un document qui n'a aucune valeur. C'est juste le faussaire qu'il a créé. Je veux dire par exemple le passeport sénégalais, la carte d'identité sénégalaise, tout autre document n'a de valeur que parce que l'État sénégalais a décidé d'en faire un passeport ou une carte d'identité. On est d'accord. Mais dans ce cas précis du document fantaisiste là, c'est un document qui n'a aucune valeur. Ça peut être bizarre, mais il est arrivé concrètement qu'on ait un passeport de citoyen du monde. Ça sonne un peu bizarre, mais effectivement, c'est un cas concret qui a été juste pour vous donner un exemple par rapport à ce document fantaisiste là, donc il n'a aucune valeur. En dehors de ces attaques-là, on peut aussi avoir des attaques qui portent sur la chaîne de production dont je parlais tout à l'heure. Et là, de quoi s'agit-il? D'abord, l'obtention indue. L'obtention indue, c'est quoi? On a un document effectivement authentique, valable, clair et tout ça là, sauf que la fraude est intervenue en amont. Pour avoir un passeport, il faut des documents qu'on présente. Maintenant, si l'obtention de ces documents-là est faux, soit parce que c'est un faux document ou bien c'est un document réel mais qui ne m'appartient pas et que je vais présenter au niveau du bureau pour faire un passeport, là c'est ce qu'on appelle l'obtention indue. L'usage frauduleux, ou en termes plus populaires, l'usurpation d'identité. Là aussi, on a un document authentique que moi je présente mais qui ne m'appartient pas. Parce que tout simplement, comme disait l'autre, on essaie de faire jouer sur la ressemblance entre la photo contenue sur le document et la personne qui présente le document. Et enfin, il y a le camouflet. Le camouflet, c'est quoi? Tout à l'heure, on a parlé de document fantaisiste qui n'a aucune valeur. Mais pour faire simple, le camouflet, lui, a perdu sa valeur. Ça veut dire quoi? C'est un document qui a existé normalement et tout, mais à un moment donné, l'exil a été réformé, si je peux le dire comme ça. Comme tout à l'heure, quand je parlais de Zaïre et de RDC, les passeports zaïrois ont bien existé et sont bien valables. Mais à ce jour, ils n'ont aucune valeur. Donc si je ne sais pas que le Zaïre a changé à RDC, on me présente un document Zaïre parce que on va le
boulot. Et là, on est en phase du calcul. Est-ce que tout cela, c'est bon? D'accord? Donc, c'est comme cette typologie-là, les différents types de produits qu'on peut rencontrer. Maintenant, de quoi s'agit-il? L'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir détecter la fraude. Il y a une certaine chronologie, donc le contrôle des principales fraudes. D'abord, tout à l'heure, on a parlé de l'OACI. OACI ou ICAO en anglais. Donc, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. D'accord? Qui a émis un document dans lequel l'OACI donc énumère toutes les mesures de sécurité qui doivent être prises pour émettre un document. Et ça va du format déjà à l'impression, à l'édition. Donc, toutes les étapes contiennent des mesures de sécurité. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, dans ce qu'on a appelé ID1, ID2, ID3, là, en fait, il faut comprendre que ce sont les types de documents reconnus en tout cas par l'OACI. C'est-à-dire, quand on émet un document d'identité de voyage, il doit être forcément dans un de ces trois formats-là, ID1, ID2 et ID3. Chaque ID maintenant comporte un certain nombre de sécurités qui peuvent permettre de reconnaître, d'accord, les formats, les dimensions de ID1 vont différer de ID2 et de ID3. Donc, rien qu'en prenant le document et en le boussinant, on peut savoir de quel type de document on a affaire. Maintenant, si c'est ID1, par exemple, qui a des dimensions précises, avec une tolérance maximale de 0,75, donc 1 mm de plus ou de moins, on est en face d'un faux. D'accord? Maintenant, comment faire pour reconnaître obtention indue et autres. Maintenant, le premier contrôle, de quoi s'agit-il? Essayer de détecter donc l'utilisation d'identité. Quelqu'un se présente avec un document. Est-ce que c'est lui qui le document qu'il présente donc lui appartient réellement? Parce qu'effectivement, c'est un document authentique, mais celui qui le présente ne l'a pas. C'est pas son document à lui, mais il n'y a apporté aucune modification. Il le présente tel quel. Donc, ce qui a lieu, c'est quoi? C'est d'essayer de voir, dans ce cas précis, si la photo apposée sur le document correspond bien à la personne qui est physiquement présente devant nous. Et pour ça, il y a un procédé, en tout cas, qui permet de s'en assurer. D'accord? On met trois règles de base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le visage général, mais plutôt de le subdiviser en sortes. La zone des yeux, la zone du nez, la zone des oreilles, la zone de la bouche, et de respecter chaque élément sur la photo et sur la personne présente. À titre d'exemple, vous regardez tout de suite au niveau des oreilles, il n'y a pas deux personnes qui vont avoir la même contexture. Vérifiez rapidement. Mais je me suis dit à l'homme, parce que tout simplement, c'est des détails, et ce sont ces détails-là justement qu'on recherche pour faire la distinction. Un autre exemple, un Sénégalais qui entre dans la salle, aussitôt il va se dire que ça c'est des Sénégalais. D'accord? Mais n'empêche qu'il peut reconnaître toute personne une minute après. Vous mettez un chinois à l'intérieur, on sort ensemble, il ne sera pas critique. De la même manière, nous, quand on voit un groupe de chinois, tout le monde est identique. Alors que là, ils parviennent à se reconnaître. D'accord? Donc, ce sont ces détails-là qui permettent de faire
On compare donc chaque élément, on sépare vraiment la photo sur la bouche, la photo de la personne, la bouche sur la photo et la bouche de la personne. Vraiment, c'est une loi. Mais comment on le fait? Donc, quand je disais, par exemple, cette partie-là, on va voir si exactement c'est les deux. Est-ce que ces deux personnes-là, enfin, ces deux photos, je vous dis, c'est la même personne ou c'est deux personnes différentes? Deux personnes différentes. Maintenant, comme je dis, si vous concentrez sur cette partie-là, vous voyez effectivement que peut-être cette bouche-là est un peu élargie, vous dites que celle-là. Donc forcément, c'est pas la même personne. N'est-ce pas? Donc la forme globale, les yeux, le regard, le nez, donc l'élément par élément. Les yeux, c'est la forme, effectivement, les yeux. Mais le regard, il est très louche. Hein? C'est dans ce sens-là qu'on parle. D'accord? Et là, c'est toute la même personne ou pas? Parce qu'il faut comprendre une complexité de la relation. Même sensibilité, on peut tenir pour faire plus. On peut changer de coiffure, de rythme peut apparaître. Mais les dessins généraux du visage de la salle ne bougent pas. Donc, ce qui est identique, on laisse passer, on voit autre chose. On voit s'il y a effectivement une différence. Nous sommes en train de voir effectivement. Donc, tout ce qui se prête, comment ça s'appelle là? Là aussi, peut-être c'est quoi? Si on fait la même chose, on a les sourcils, le nez, l'arrondi, l'oreille, le lobe de l'oreille, les côtes, le menton. La personne a changé l'aspect, mais c'est la même personne. C'est juste un exercice que vous dites, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour essayer d'avoir, comment ça s'appelle, de vérifier effectivement est-ce qu'il s'agit d'une situation identitaire. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Ça marche? Maintenant, comment détecter la contrefaçon? Reproduction d'un document dans sa totalité. Des fois, il va être dit qu'on ne peut pas vérifier si un document est faux ou pas. Mais on peut plutôt vérifier si le authentique ou non. Et s'il n'est pas authentique, forcément, il est faux. Pourquoi je dis? S'il faut vérifier si un document est faux, il faut connaître l'authentique d'abord. Je suis en présence d'un passeport chinois que je n'ai jamais vérifié, je ne peux pas savoir quelles sont les sécurités, enfin, comment le passeport est fait pour savoir si c'est faux ou pas. Par contre, il y a des sécurités qui sont définies que je recherche pour savoir si le document est authentique ou pas. D'accord? Donc, ces sécurités-là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est depuis le format. Il y a une taille, il y a des dimensions, il y a comment ça s'appelle, l'impression, le fond, tout ce qui va bien. Donc, il y a une multitude de sécurités. Maintenant, dans cette multitude de sécurités-là, chaque organisme émetteur d'un document en prend quelque chose qui met dans le document, parce qu'on ne peut pas tout mettre là-dessus. D'accord? Mais il y a des moyens qui peuvent nous permettre assez vite de vérifier effectivement la présence ou non de ces sécurités-là. C'est bon? Ça parle pas une qualité là? C'est bon. Donc la falsification, comme on a dit tout à l'heure, modification et une altération d'une partie d'un document authentique. C'est effectivement de dire que c'est un document authentique mais qui a été modifié, soit par ou par retiré. À une fois qu'on a mis
En tout cas, quelques éléments, on a ajouté des éléments sur le document. Retrait, même au gommage, quand on gomme une partie, on a fait un retrait. Mais on a ajouté encore en mettant une lettre, un chiffre qui n'existe pas au niveau. Et là, on peut vérifier l'intégralité de la page d'identité. Parce qu'en général, quand on falsifie un passeport, pour faire simple, quelle est la partie qu'on a besoin de modifier? L'identité de la personne, photo, renseignement, tout ce qui va bien. Donc il y a cette partie-là qu'on appelle la page d'état civil, bien en tout cas la page d'identité sur laquelle donc les gens vont essayer d'intervenir pour faire passer le passeport de à celui de mort, en essayant de mettre la photo, en essayant de mettre les renseignements. Donc c'est cette partie-là qui est la plus sensible, en tout cas qui s'apprête le mieux à la vérification. Donc, intégrité, déjà, il faut voir si cette page-là a été modifiée ou pas. Il y a des détails qui peuvent montrer des traces. Parce qu'un document authentique doit être, non, il est nickel. Il n'y a pas de rature possible. Il n'y a pas de page qui déborde à gauche, à droite. Donc, tout est nickel. Déjà, ces petits signes-là, ou bien des trous qui ne sont pas uniformes, des trous qui permettent déjà de faire. Donc, on voit par rapport au filigrane, le point d'impression, photographique, filigrane, on y revient bien sûr, mais déjà, comme ça apparu, et l'accident a apparu tout à l'heure, il est mis, le filigrane, est mis lors de la fabrication même du papier. Donc, il est impossible de le reproduire autrement. D'accord? On peut bien essayer de le mettre en dessinant, en scannant, en faisant tout ce qu'on veut. Mais si on sait que le filigrane original peut être aperçu en transparence, déjà on a compris. Et on le verra un peu plus précisément tout à l'heure. Maintenant, les méthodes de contrôle, c'est quoi? On peut déjà contrôler certaines sécurités sans avoir aucun matériel. Parce qu'on aura utilisé la main ou bien le toucher. Parce qu'il y a des sécurités qu'on peut vérifier au toucher. D'autres sont vérifiables à l'œil nu. Donc on a besoin d'autres matériel pour faire le. Et pour faire cette vérification sans matériel-là, on a ce qu'on appelle la lumière, normale, transmise, rasante ou orientation multiple de la lumière. Lumière normale, ça veut dire quoi? Vous avez votre poche. Vous éclairez directement le document. Ça vous permet de voir certaines sécurités. Ou bien même la lumière du jour. Vous n'avez pas besoin de plus. Il suffit d'être en plein jour pour regarder certaines choses. C'est possible. Ou bien la lumière artificielle aussi. Vous mettez le document au niveau. Donc ça permet de voir certaines sécurités. À défaut, la lumière transmise, c'est quoi? Le document n'est plus éclairé directement, mais par transparence. Donc, on l'éclaire de l'arrière pour regarder maintenant vers l'avant. C'est ce qu'on appelle la lumière transmise. Et c'est une technique particulièrement efficace pour vérifier le filigrane. La lumière rasante aussi, c'est quoi? C'est toujours la source lumineuse qu'on projette sur le document, mais pas de façon directe, mais plutôt oblique. Ça permet aussi là de vérifier certaines sécurités. Exemple, il y a des sécurités qui sont en relief par rapport au document. Donc, si vous éclairez de façon oblique, vous créez des ombres, ça vous permet de vérifier ces sécurités-là. J'oublie souvent le micro, je ne sais pas si ça passe. Orientation multiple de la lumière. Là aussi, on a fait tout à l'heure un peu, vous avez vu. C'est-à-dire que vous avez le document à vérifier, mais vous changez l'angle de vue. Vous manipulez le document pour changer l'éclairage. Ou bien même le document est à plat, maintenant c'est la source lumineuse que vous faites évoluer pour changer. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'orientation multiple de la lumière. Et ça permet aussi de voir certaines autres sécurités. Et au toucher aussi, parce qu'il y a des impressions, comme la taille douce qu'on appelle. Il suffit de toucher
vous sentez les lettres d'imprimerie, en tout cas les chiffres, n'importe quoi. L'impression est peut-être sentie au toucher. Et sur le passeport, particulièrement, la dernière page de couverture, il suffit de toucher pour sentir carrément. Ou bien, sur la pièce d'entrée, là, on parle de la photographie, si vous gravez ça avec l'ombre de façon horizontale, vous sentez. Donc, tout ça, c'est des sécurités qu'on vérifie au toucher. D'accord? On peut aussi utiliser du matériel pour faire le contrôle. Et ce matériel-là, il peut être simple, alors de la loupe, assez différent. Matériel-là, c'est donc c'est juste des matériels dont on se sert pour de façon plus poussée, donc qui permettent de faire les vérifications qu'on ne peut pas avoir au niveau de loupe. Et là, le petit matériel qui permet de faire une dose d'éclairage normal, là aussi c'est une dose avec une partie UV, on voit là, ce matériel-là, très léger. D'accord? On continue. Il y a aussi une méthode. Un site Prado, donc accessible par Internet, qui permet de faire l'éducation. Comment? C'est un site qui est là et qui, par exemple, le Sénégal décide de se mettre, il va mettre certaines sécurités qui existent sur son passeport. Donc, vous vérifiez, vous savez qu'il doit y avoir telle chose, et vous allez vérifier si cette chose-là existe sur le passeport. D'accord? Donc, il faut comprendre déjà, forcément, ce n'est pas tous les pays qui sont là-bas. Et puis, on ne met pas aussi forcément, par exemple, si le Sénégal décide de s'y mettre aussi, il ne va pas mettre tous ces documents. Donc, c'est assez relatif, mais quand même, ça peut servir de base déjà pour certaines vérifications. On précise maintenant, un peu, la lumière transmise, donc observation par transparence, la lumière traverse l'objet qu'on veut observer. Et là, quand je disais que la lumière transmise est un moyen efficace de vérifier le filigrane, qu'est-ce qu'il faut voir? Ici, vous voyez en tout cas une gravure, mais il n'y a pas les mêmes nuances de gris. Parfois c'est plus sombre, parfois c'est plus clair sur l'image. Tout simplement parce que je disais tout à l'heure que le filigrane est mis au moment de la fabrication même du document. C'est une frappe. Donc forcément, quand on frappe sur le papier, il y a des parties qui sont plus touchées, qui créent un creux, donc plus léger. La lumière va passer plus facilement que sur les autres parties, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui permet de voir clairement le filigrane. D'accord? C'est pourquoi la lumière transmise donc permet de faire cette observation-là. Je disais cette partie. Ce document-là, on l'a regardé directement sur une lumière normale. Mais quand on l'éclaire de façon transmise, vous regardez ici au niveau du site, vous voyez qu'il y a des parties déjà plus claires. Le document, cette partie-là a été gommée. S'il y a gommage, c'est parce qu'il y a une si ça a été modifié, ce n'est pas ça l'original. Mais tant qu'on regarde le document de façon directe, on peut ne pas ça rendre compte. Donc, c'est cette technique de lumière transmise là qui permet de voir ce détail-là. D'accord? La lumière émise donc sur la lumière transmise directement sur le document, soit la lumière du jour, bien une lumière artificielle, par contre, la lumière de sécurité. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, donc le flux lumineux glisse sur le document. Il n'est pas direct, il n'est pas de façon transmise. D'accord? Mais de façon oblique. Et ça permet de révéler donc les lumières. Donc, il n'a pas une torche, une presse, mais il utilise la lumière. Donc, c'est-à-dire maintenant d'incliner le document pour avoir cet éclairage là-dedans. Modification de l'angle d'observation permettant la réaction de la marque de l'angle au pigment
variables, on en a parlé tout à l'heure. C'est une forme de sécurité aussi. Il y a des marques, ou bien en tout cas une encre qui change de couleur selon l'angle d'observation. D'accord? Un exemple là. On a 4 images comme ça, mais en fait c'est une seule et unique image. Ça change juste parce qu'on a changé l'angle d'observation. Donc c'est une mesure de sécurité aussi qui peut être incluse dans les documents. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la sécurité là intervient à plusieurs niveaux. Il y a déjà le format et la découpe. Quand on parle de format et de découpe, on a parlé des dimensions. Les documents ont des dimensions bien précises, avec des tolérances de moins 1 mm. D'accord? Donc, différence de dimension, déjà ça pose problème. Et même dans la découpe, document authentique n'entre pas dans le droit. Tous les reports sont arrêtés. Déjà, vous êtes en face d'un document, avec droit là, ça pose problème. Ensuite, arrondi et arrondi. Arrondi à la machine, à la main, c'est pas la même chose. On peut bien avoir un arrondi, mais un mauvais arrondi. Parce que tout simplement, on a essayé de produire. Mais comme tu dis de là, une découpe à la machine et une découpe à la main, ça ne peut pas être pareil. Et on aura des exemples. Voilà. Vous voyez que tous ces documents-là, on peut dire que c'est arrondi. Mais là, cette régularité qu'on a ici, on ne l'a pas là, ni ici. D'accord? Donc, attention à l'arrondi. Les modes d'impression, donc, le mode d'impression. Parce que effectivement, même comment imprimer un document, c'est des sécurités encore. Je parle juste de l'impression qui est la plus courante, en tout cas la plus élaborée en point d'impression, c'est l'impression offset. Parce que tout simplement, tout document imprimé en offset là, c'est clair que le fond, c'est extrêmement clair. C'est nickel, il n'y a pas de. Hein? C'est une impression vraiment, je ne sais pas comment dire, nickel. Hein? Il n'y a pas de débordement possible, de brisure de ligne, de groupe mal défini, non. Tout est réglé. Donc, déjà, en regardant les impressions sur un document, en voyant certaines régularités, ça doit mettre la puce à l'oreille. C'est ce qu'on veut dire. La personnalisation aussi, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire les éléments d'identité de la personne détenteur du document. Entre les marques de document, voilà, on en a déjà parlé. Maintenant, on revient sur le format et les dimensions, n'est-ce pas, des documents. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous voyez, on a mis ID1, 454, 075. Je vais revenir là-dessus. ID2, 105, 114. Ensuite, ID3, 125, 88. D'accord? Ça veut dire quoi? Tolérance 0, 75. Dans ce cas précis. Si on dit les dimensions doivent être de 86, 54, tolérance 0, 75. 86 mm de longueur sur 54 mm de largeur. Si on a 86, 75, c'est encore tolérable. Mais 87, on est dans du fou. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et le contraire aussi, si c'était moins de 86 au-delà de 0,75, c'est problématique. Donc les dimensions déjà pour vous donner une indication sur l'authenticité ou non d'un document. Ensuite, la zone de lecture automatique. Il y a 3 formats possibles pour cette zone-là. C'est-à-dire que cette partie-là se trouve sur les documents. On a 1, 2, 3 lignes. Et chaque ligne aussi comporte un certain nombre de caractères. Ici, je crois que ici, 3 lignes de 30 caractères. Donc, à partir de là, I,
2, 3, 4, 12 cas, 7, 30 caractères. Mais ce n'est pas n'importe quel caractère aussi. Chaque position, chaque position est dédiée à un renseignement précis. Par exemple, si cette huitième position là, il va y avoir M, on l'a ne fait ni à la 9e ni à la 7e. Et à la 8e aussi, il ne peut y avoir d'autre chose que M. Mais qu'est-ce que c'est là? Un secret connu par tout le monde, c'est un secret. Mais au moins, il y a des renseignements qui sont précis, qui peuvent être visibles. Ici, par exemple, à partir des renseignements ici, sur le réseau. Je vois qu'il y a pas. Ça pose pas de problème. Mais ce cas-là, on a combattu ce cas-là en bas. Parce que ce cas réel, donc on ne peut pas tout mettre à la nom et nom. Ce qui est sûr, on a notre espace, mais soit est là. Donc sur la troisième ligne, il y a l'identité de la personne. Ensuite, on a le pouvoir. Pourquoi le problème? Mais il y a ce qui nous permet de espoir. Donc il y a beaucoup de gouvernement. Vous avez parlé la condition qu'est-ce que vous devez vérifier? La première ligne, comme je disais, a des renseignements précis. Il faut retrouver. Sur la deuxième, même chose, sur la troisième. Donc, non seulement la ligne, mais encore une fois, chaque position est dédiée à un renseignement précis. Et même si tous les renseignements visibles directement là, ça ne nous donnera pas loin parce qu'il y a des sécurités même qui sont incluses sur ces lignes-là. Parce que chaque renseignement est sécurisé par ce qu'on appelle une clé. Et cette clé-là, vous m'avez besoin. D'accord? Pour vous dire que même en connaissant des renseignements qu'il y a sur la distance, nous ne règle pas toujours le problème. D'accord? Parce que c'est l'OACI, comme j'ai dit là, qui a défini les règles et les dimensions et les mesures de sécurité, tout là, qui a instauré ce système-là qui permet de sécuriser chaque ligne selon un code bien déterminé. Ici, par exemple, la première ligne, les deux premières positions, ça donne la nature du document. Document d'identité, passeport, donc déjà avec ces deux lignes, on peut savoir si c'est un passeport ou une pièce d'identité. Ensuite, il y a quoi? Le pays. Tous les pays sont codifiés en 3 lettres. D'accord? Il y a le pays émetteur, donc qui fait le document, mais il y a aussi le pays, la nationalité du détenteur. Tout ça, ça existe sur la ligne, sur certaines parties des lignes, donc on peut lire à partir de. Déjà, rien qu'avec ça, on peut savoir de qui il s'agit, la date de naissance, la date de péremption du document, la nationalité du détenteur et maintenant le pays émetteur. D'accord? Tout ça existe sur les 3 lignes-là. Ici, comme j'ai dit, il est enlacé 3 lignes de 30. Mais sur ID2, on n'en a plus 3, mais 2. Donc c'est 2 lignes. Mais ces lignes-là, il y a 36 caractères, c'est plus 30. Donc déjà, si vous avez un document ID2 avec 30 caractères, ou bien 3 lignes, ça pose problème. D'accord? Et ID3 aussi,
On a toujours 2, mais cette fois-ci 44 caractères. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre essentiellement sur ces ID 1, 2 et 3? ID 1, c'est le format de la carte d'identité sénégalaise. Et ID 3, c'est le format du passeport sénégalais. D'accord? Donc, un passeport sénégalais va avoir les dimensions là, ici, présentes. Ensuite, 2 lignes, mais avec des renseignements encore qui doivent être insérés dans cette partie-là. Pourquoi cette zone-là est importante? On a parlé de zone de lecture automatique pour émettre cette zone-là. C'est-à-dire cette partie-là, si vous introduisez le document dans une partie, c'est cette partie-là que la machine lit. C'est une zone de lecture automatique pour nous, donc visible à la machine. Donc, il suffit d'introduire le document pour savoir si le document-là est correct ou pas. Et dans les matériels que j'ai produits tout à l'heure, nous disposons d'une machine. Si vous mettez le document, toutes les zones qui sont incorrectes là sont considérées en rouge, automatiquement. S'il n'y a aucun problème, donc la zone reste bonne. Donc au premier regard, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, après, on va peaufiner pour voir pas trop. Ça passe, non? Donc, les arrondis, on a déjà vu. Les supports. Ça va. Ok, le parti. Là. La matière première, c'est quoi? Le bois, non? Le bois, il est tout sur plat. Donc, il faut le blanchir. En ajoutant des éléments. Et parmi ces éléments les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle l'assurance optique. Et ça, c'est ce qui permet de blanchir donc, le papier, mais aussi, ça nous permet de vérifier l'authenticité du papier ou pas. Parce qu'un papier sécurisé ne contient justement pas l'élément. Ce qui fait que lorsque vous éclairez en lumière, quand on parle aussi de document gressionnel, etc., ça veut dire que vous projetez la lumière privée, soit la lumière est réfléchie, donc vous êtes renvoyé, ou bien en tout cas, il n'y a aucune réflexion. S'il n'y a aucune réflexion, le document reste neuf, donc il n'y a pas. Mais les documents optiques là qu'il y a dans le papier vont faire que la lumière va réagir. Vous aurez donc une réflexion. C'est bon? Donc les supports. Le pied de bas. Les pièces d'identité. Et le papier ordinaire. Papier ordinaire, donc, voire sécurité extrêmement basse, bien inexistante, on peut dire. On remonte encore pour faire avec les pièces, comment ça s'appelle, l'identification, les passeports et autres types de voyage, sont déjà sécurisés. Parce qu'on n'a pas mis certains éléments qui auraient pu faire la réaction, mais on a mis aussi des sécurités parmi celles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont émises par le CI. Mais ça demeure une bonne sécurité. Il n'y a que le billet de banque qui a cette sécurité optimale là, parce que tout simplement, c'est logique. Plus on monte dans la sécurisation, plus ça devient cher. Le billet paye pour lui-même, donc il paye pour lui-même. Ou bien. C'est une manière de dire, voilà, donc pour la sécurisation aussi a un coût. Rien que sur les billets, par exemple, c'est pas 500 francs là, est moins sécurisé que 1000, qui est moins que 2000, 5000. Et il n'y a que 10 000 qui contient une sécurité qui n'existe sur aucune autre des billets, parce que tout simplement c'est la plus chère. D'accord? Donc,
En dehors du papier, on va avoir un support aussi à plastique. C'est même pas n'importe quel plastique aussi, c'est sûr, mais en règle générale, actuellement, au niveau du Sénégal, par exemple, les cartes d'identité, les permis de conduire, entre autres, là, sont en support. Ça veut pas dire que le support plastique ne peut pas être sécurisé. Si, il est sécurisé. Il y a certaines sécurités qui peuvent aller aussi bien sur le papier que sur le plastique. Mais il y a des sécurités qui peuvent aller sur le papier mais qui ne sont pas possibles sur le plastique. Parce que tout simplement, par exemple, quand je parle de filigrane, un papier de plastique, on ne peut pas y mettre un filigrane. Mais les équipements variables, comment ça s'appelle, vérification par orientation multiple de la lumière, tout ça c'est aussi bien sur le papier que sur les formats, c'est la même chose. Que ce soit en papier ou en document, donc ça reste dans les mêmes dimensions. Voilà, est-ce que je suis en train de vous déconseiller? Non. Donc, étape importante pour l'identifier le document. Les modes d'impression et la sécurité, ce sera de la juridique, on en a déjà parlé et ça fait partie aussi de l'histoire qui est déjà passée. Elle parle tout à l'heure de l'impression observée. Vous voyez, c'est un dessin assez. Il y a plusieurs traits, des courbes, vous ne verrez jamais de changement de ligne, de courbes mal arrondies. C'est pour ça que je dis que l'offset, c'est en fait nickel, c'est vraiment clair. C'est parfait. Toujours sur les fonds d'impression. C'est un peu une partie d'une impression. C'est quoi vous pouvez voir un peu davantage. Toujours sur les impressions, il y a ce qu'on appelle, en tout cas, des impressions qui sont déduites taille extrêmement réduite. C'est une sécurité aussi. Parce qu'il y a des choses qu'il faut aller voir à la loupe dans les mini-impressions. Mais d'autres choses sont inscrites qui ne seront même pas visibles avec une loupe. Il faut des moyens encore plus développés. Donc, il y a 3 tailles parmi ces petites tailles-là: micro, mini et nano impression. Donc, extrêmement petit. Là, il faut du matériel vraiment développé pour aller vérifier ces choses-là. D'accord? Ici, au premier coup d'œil, on a bien l'impression que là, il y a une ligne. Or, en agrandissement, vous vous rendez compte que c'est une inscription. La ligne qu'on voit ici, là, ce n'est pas exactement une ligne, mais plutôt des micro-impressions. On peut vérifier donc avec un agrandissement adéquat. Et sur le passeport déjà, comme presque on a passé, là où il y a le cachet sexe, c'est encadré, non? C'est quand même là, il faut aller voir tout près. C'est des micro-impressions. D'accord? Même sur le pied, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, ici, c'est là le document variable, mais orientation pour vérifier les angles de sécurité. C'est la même image, mais il suffit juste de changer l'angle d'observation pour. D'accord? Si le pied est bon, si ce n'est pas bon, c'est bon, donc vous voyez qu'il y a un changement de couleur alors que c'est dans.
là aussi, il y a 3 images avec 4, il y a 3 carrés avec 4 images, alors que c'est le même point. C'est juste l'angle d'observation qui a changé pour qu'on puisse voir d'autres éléments ou bien d'autres couleurs. La même chose. Maintenant, juste quelques observations, observation en lumière UV, en lumière battante, en lumière transmise. Ici, qu'est-ce qu'il faut surtout remarquer? Cette image-là, vous voyez qu'il n'y a pas de réflexion, comme je disais tout à l'heure. Donc là, le document est resté neutre à l'éclairage UV. Par contre, il y a des éléments qui apparaissent. Parce que ce sont des éléments qui sont cachés, si je peux dire, à la vue normale, et qui ne peuvent apparaître qu'en éclairage ultraviolet. Donc ça permet de rester neutre pour une partie du document, et ça permet de refléter encore d'autres éléments qui ne seraient pas vus sans l'éclairage de la même chose sur les deux éléments. C'est bon? Donc, le document, le support, il est sécurisé, il ne réagit pas à la lumière UV. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont incorporés dedans et qu'on ne pourrait pas voir si on n'a pas mis la lumière ultraviolet. Voici deux exemples de documents qui sont éclairés en UV. À gauche, la lumière est absorbée, alors qu'à droite, elle est réfléchie. Donc, c'est ça la différence entre un document sécurisé et un document qui ne l'est pas par rapport à l'éclairage ultraviolet. La manière de vérifier aussi, on peut procéder par agrandissement. Ici, vous voyez que le chiffre là est 939. Mais quand on aura agrandi cette partie-là en encadré rouge là, voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez clairement qu'il y a des traces de grattage. Parce que le fond du document, c'est quoi? EUR de lumière. Mais vous voyez que ce n'est pas partout visible. Donc ces parties-là ont été grattées. En tout cas, gommées. Ce qui fait que ces chiffres-là ont été ajoutés. Mais ce ne sont pas des chiffres originaux. En agrandissant, donc, on va venir à avoir cela. Même en lumière transmise aussi, il serait possible de voir cette différence-là de masse, en tout cas du document. Le flicage, dont on a parlé tout à l'heure. La régularité qu'il y a sur ce vrai flicage-là, vous ne verrez pas cette régularité-là aussi sur le document ici. Là, comment ça s'appelle? Si on a les deux images, vous voyez clairement que celle-là est beaucoup plus nette, beaucoup plus. Et autour aussi, vous voyez le vide qu'il y a au niveau du filigrane. Tout ça, ce n'est pas gratuit, c'est fait exprès. Un imitateur, aussi doué soit-il, ne pourra jamais reproduire le filigrane de cette manière-là. Parce que tout ce qu'il pourra faire, c'est de prendre le document, en tout cas le support existant déjà, et d'essayer de le travailler. Alors que le filigrane est fait au moment de la fabrication même du support. D'accord? Les fautes d'orthographe. Date d'expiration. Je pense pas qu'il y ait un oui.
document normal. Un document chaque explication peut être catégorie normal. C'est un bon problème. D'accord. Ici, les cas observés, donc c'est juste pour nous donner. Ici, vous voyez le flicage qu'on a vu tout à l'heure à transparence. Mais ici, en lumière rasante, donc ici le document, la lumière rasante, on peut voir, ça permet de voir les reliefs. Avec ici, une papier, c'est pas. D'accord? Voilà, donc le centre, ce sont les contacts. 529, 85, 12, 3, la série 24, 10, série à la base de l'environnement. Ok, est-ce que dans le déroulé là, il y a des soucis déjà. Donc, le plus n'a pas été clair.